Bonjour à tous et bienvenue. Je suis à nouveau rejoint aujourd'hui par Gilbert Doctorow, analyste des affaires internationales et historien, dans le but de discuter des développements diplomatiques entre les États-Unis et la Russie pour mettre fin à la guerre par procuration en Ukraine. Et ma principale réflexion était de savoir si cela se terminerait par la diplomatie ou sur le champ de bataille. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un développement intéressant. En effet, avant l'appel téléphonique de Trump avec Poutine, il a dit qu'il discuterait des territoires et des centrales électriques, faisant également référence à un partage des actifs. Maintenant, le principal différend concerne évidemment la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située sur un territoire ukrainien reconnu internationalement. Cependant, comme nous le savons, elle est sous contrôle russe depuis de nombreuses années maintenant, et le territoire lui-même a été annexé par la Russie. C'est donc effectivement un territoire contesté. Bien que l'Ukraine et la Russie revendiquent toutes deux la propriété de cette centrale, ce qui sera l'un des problèmes à résoudre, le développement le plus récent est que les États-Unis suggèrent qu'ils devraient prendre en charge la propriété des centrales électriques ukrainiennes. Alors oui, comment pouvons-nous comprendre cela? Comment interprétez-vous cette situation? L'approvisionnement électrique et les centrales nucléaires. Il a déclaré que les États-Unis pourraient être très utiles pour faire fonctionner ces centrales grâce à leur expertise en électricité et en services publics. La propriété américaine de ces centrales serait la meilleure protection pour cette infrastructure et un soutien pour l'infrastructure énergétique ukrainienne. Le président Zelensky a également remercié le président Trump de continuer à défendre les préoccupations humanitaires. Je suis étonné que cette proposition ait été faite par Donald Trump, parce que pour moi, cela suggère qu'il a des personnes très intelligentes dans son entourage qui réfléchissent à comment résoudre les questions très complexes et épineuses entourant la guerre. Nous avons eu des personnes très intelligentes avec des diplômes de Yale, avec des diplômes de Harvard, qui sont dans l'entourage de Joe Biden. Je pense que Jake Sullivan en est un exemple. Tony Blinken en est un autre. Mais ils n'avaient aucune expérience. C'est étrange à dire. Ils n'avaient aucune compréhension de la façon dont le monde fonctionne. Ils n'avaient pas d'esprit pratique. Et les personnes autour d'eux étaient typiques des intellectuels qui ont toujours été attirés par les discussions de politique étrangère aux États-Unis, qui, encore une fois, n'ont aucune expérience de la vie réelle. Nous sommes confrontés à un problème très sérieux ici, entre l'expérience de la vie réelle et l'expérience académique. Maintenant, vous avez un diplôme académique. J'ai un diplôme académique. Et je n'ai pas l'intention de remettre en question la valeur d'un diplôme académique pour ce qu'il vise à faire. Mais pour la plupart d'entre nous, il ne vise pas à diriger le monde. Et là, vous avez la question. Un homme d'affaires est-il la bonne personne pour diriger le monde? Ou est-ce un universitaire avec un diplôme de droit de Yale qui est la bonne personne pour diriger le monde? Je vote pour le premier, pas pour le second. On a tellement dit de choses sur Donald Trump qu'il est juste transactionnel. Il n'a aucune vision stratégique. Il n'a aucun concept de politique étrangère. Les actions qu'il fait ou dont il se vante sont horribles, comme le récent feu vert à Netanyahou pour reprendre les bombardements à Gaza ou les attaques contre les Houthis. Ces choses sont prises séparément. Les gens s'indignent. Ils décident que Donald Trump ne sait pas ce qu'il fait. Je ne suis pas du tout d'accord. Je suis un universitaire qui est entré dans le monde des affaires. J'ai passé 25 ans dans les affaires. J'ai vu beaucoup d'imbéciles à la tête des entreprises. Alors ne faisons pas d'erreur à ce sujet. Aucune discipline ou rôle dans la vie n'a le monopole de l'intelligence et les autres sont stupides. Non, vous avez de la stupidité partout.
Il y a une vieille expression russe, je pense qu'elle remonte à Pouchkine, qui dit que pour un homme sage, il y a beaucoup de simplicité. Et c'était vrai il y a 300 ans. C'est vrai aujourd'hui. Il y a très peu d'hommes sages. Et la question est d'identifier qui est l'homme sage et qui est le fou. Ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Donald Trump n'est pas un génie. C'est un homme qui a quelques problèmes de lecture, et ainsi de suite. Néanmoins, je sais que je m'éloigne un peu de votre question directe, mais j'ai bien l'intention d'y revenir. J'ai été impressionné par cette proposition pour au moins 3 raisons. La proposition des États-Unis de prendre possession ne signifie pas nécessairement exploiter. Les plusieurs centrales nucléaires en Ukraine, dont la plus remarquable est celle que vous avez mentionnée, Zaporizhia, elle est sous contrôle russe. Il y en a plusieurs autres qui sont sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. Trump, je pense, parlait de toutes. La logique. Quelle est la logique? C'est un très bon substitut aux attentes concernant les terres rares, qui ont été vantées par Zelensky il y a plusieurs mois et reprises par l'administration comme un moyen de compenser les États-Unis pour leur contribution à la défense ukrainienne, allant de 100 milliards à 350 milliards de dollars, selon la personne à qui vous voulez croire. Eh bien, l'aventure des terres rares, je pense, va s'essouffler. Les Russes, les Soviétiques comptaient parmi les meilleurs scientifiques et praticiens au monde pour exploiter les richesses de la Terre. Ils n'ont jamais trouvé quoi que ce soit qui vaille la peine en Ukraine. Et je pense qu'ils n'avaient pas tort. Mais c'est une question distincte. En prenant en charge, en prenant possession des centrales nucléaires ukrainiennes, les États-Unis recevraient des actifs réels, qui ne valent pas seulement le coût de leur construction et de leur remplacement, mais qui auront une grande valeur à l'avenir, car ils sont et peuvent être le principal soutien de l'Ukraine pendant plusieurs années, période durant laquelle l'Ukraine doit reconstruire ses centrales non nucléaires, qui ont été détruites au cours des 2 dernières années de bombardements par les Russes. Soyons honnêtes, la Russie a entrepris. Ils n'ont pas touché aux centrales nucléaires pour des raisons évidentes, car il est internationalement sanctionné de les toucher, mais ils ont détruit, au cours des 2 dernières années, et je précise 2 ans, car la première année de leur bombardement ne visait que la distribution, pas la production. Mais au cours des 2 dernières années, ils ont détruit des générateurs. Et cela ne peut pas être remplacé en quelques mois. Cela prendra des années à remplacer. Cependant, les centrales nucléaires sont toutes fonctionnelles car elles n'ont pas été touchées. La centrale de Zaporizhia est une exception. Elle a été touchée, elle a été bombardée par les Ukrainiens qui ont essayé d'en accuser les Russes. Et pour cette raison, elle a perdu sa propre capacité de génération nécessaire pour maintenir le fonctionnement des composants de la centrale nucléaire. Par conséquent, elle est maintenant à l'arrêt, mais elle pourrait être remise en service assez rapidement. Et quelle est la valeur de cela? Eh bien, disons qu'elle remplace, ou du moins substitue, une grande partie de la capacité de génération ukrainienne manquante. La capacité de production est importante en général, et spécifiquement si l'IA doit progresser en Ukraine, ce qui est très exigeant en énergie. Si l'extraction des terres rares doit se poursuivre, je veux dire, qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être exploité. Tout cela demande beaucoup d'énergie. Ainsi, les États-Unis, prenant le contrôle de ces centrales électriques, joueraient un rôle très important dans l'économie ukrainienne. Cela fournirait un sentiment de continuité de la présence américaine et de soutien à l'économie ukrainienne, même après que les États-Unis cessent d'être un fournisseur d'argent et de matériel pour la guerre. Dans ce sens,
Cela élimine la nécessité des plans terribles élaborés par M. Starmer, M. Macron, M. Merz et Ursula von der Leyen pour déployer des troupes en Ukraine, ce qui est totalement inacceptable pour les Russes et qui, s'il était mis en œuvre, nous rapprocherait considérablement du début de la Troisième Guerre mondiale. Vous avez donc là deux raisons très importantes pour lesquelles cette idée est brillante, répondant à des défis très concrets que nécessite l'avancement vers un cessez-le-feu ou un traité de paix. Mais les centrales électriques situées sur le territoire contrôlé par l'Ukraine pourraient entrer dans cette idée d'une garantie de sécurité plus ou moins américaine. Encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est aussi la logique appliquée aux minerais de terres rares. C'est-à-dire que cela donnerait aux États-Unis une présence, cela lierait son intérêt national à celui de l'Ukraine. Et plus ou moins, cela ferait réfléchir les Russes à deux fois avant d'attaquer cela. Mais avec l'accent mis sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, étant donné que cela se trouve sous ce que la Russie considère maintenant comme son territoire, il semble très peu probable qu'il renonce à une partie de ce territoire dans un accord de paix. En effet, il chercherait probablement à prendre le contrôle total des 4 oblasts qu'ils ont annexés. Alors, comment voyez-vous ça se dérouler? Vous abordez une question fondamentale. Chacune de ces actions, initiatives de Trump, chacun de ces crimes commis par Trump comme au Moyen-Orient, est pris isolément et évalué par lui-même. Cela a une certaine valeur, souvent assez négative, mais pris en combinaison avec la vision globale que Trump a, qui est une réinitialisation mondiale des relations russo-américaines. Et ce réajustement n'est qu'une petite partie de sa vision d'un nouvel internationalisme, qui consiste essentiellement à diviser le monde dans le sens ancien. Quand on le prend dans cette compréhension globale, bien sûr, il doit y avoir des compromis. Les Russes ne peuvent pas tout avoir à leur manière. Je ne pense pas que Vladimir Poutine s'attende en aucune façon à imposer la question des gains territoriaux au-dessus de celle d'un règlement global qui assure la sécurité en Europe et dans le monde. Donc en ce sens, ce serait un petit sacrifice. Maintenant, regardons la question technique que j'ai omise. La première réaction ukrainienne est « Oh, vous ne pouvez pas faire ça ». Bien sûr, les États-Unis ne peuvent pas faire ça. Les États-Unis ne gèrent pas les centrales nucléaires russes, soviétiques. Rosatom le fait. Il veut empêcher les États-Unis de sous-traiter l'exploitation continue de ces centrales aux mêmes personnes qui les ont exploitées. Il est dans l'intérêt de la Russie que la centrale de Zaporizhia soit entre de bonnes mains. C'est pourquoi ils l'ont prise. C'est pourquoi ils l'ont gardée. Maintenant, pourquoi ça serait-il important pour la Russie? Eh bien, parce qu'à l'extérieur de la centrale se trouve le cimetière du combustible nucléaire usé. Ce combustible nucléaire usé, que les Ukrainiens ont tenté de bombarder à un moment ou à un autre, est le matériau pour une bombe sale. Ce n'est pas un secret. Les Russes veulent que cette centrale soit sécurisée. C'est bien plus important que la question territoriale de savoir combien de Zaporizhia ils détiennent. Cela peut être sécurisé par les États-Unis. Les États-Unis n'autoriseraient pas les fous qui sont dans les élites civiles et militaires de l'Ukraine, dans un mouvement revanchard, à se présenter intervatérectatinary turthnal grower qui tourne sur le nucléaire de Zaporizhia. Eh bien oui, j'ai trouvé que c'était une discussion intéressante, que ce soit en fait un thème discuté parce que, eh bien, cela a été une surprise. Mais il est logique que les problèmes des centrales électriques, et bien sûr, surtout avec les centrales nucléaires, soient quelque chose qui doit être résolu. Mais que voyez-vous sur le front diplomatique plus large, cependant? Où devons-nous en arriver pour réellement mettre fin à cette guerre? Maintenant, je sais qu'il est généralement condamné
que ce sont les Russes et les Américains qui négocient cela, et que les Ukrainiens et les Européens ne sont pas dans la salle. Mais c'est, dans une large mesure, une guerre par procuration. Donc je pense qu'il est logique que les grands acteurs, la Russie et les États-Unis, résolvent certains des problèmes entre eux avant de passer à autre chose. De plus, beaucoup de ces problèmes ne concernent pas uniquement l'Ukraine. Par exemple, l'expansion de l'OTAN n'est pas seulement une question ukrainienne. Les garanties de sécurité des troupes américaines ne sont pas seulement une question ukrainienne. Il y a donc d'autres choses à traiter, comme l'architecture de sécurité européenne. Cela dit, selon vous, qu'est-ce qui doit être résolu pour mettre fin à la guerre? Et quelles seront les parties les plus difficiles? Je pense que les Ukrainiens et les Européens ne sont pas à la table parce qu'ils sont au menu. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en conséquence de leur absence à la table. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas à la table. Permettez-moi d'expliquer ma vision du réajustement et pourquoi je pense que la discussion entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui a eu lieu lors de cet appel téléphonique de 2h28, a été si encourageante pour les Russes. Je crois que la plupart de cela, comme je le crois, soyons ouverts, c'est de la spéculation. Personne, absolument personne, parmi le grand public ou les experts, n'a reçu de transcription de cet appel téléphonique. Et ils ne le recevront jamais. Je veux dire dans un avenir prévisible, peut-être dans 50 ans, mais pas maintenant. Parce que ce qu'ils ont probablement discuté était d'une nature si délicate qu'il n'y a aucun moyen que cela puisse être révélé. Mon hypothèse, et c'est une spéculation, je ne dis pas que c'est plus que cela, mais je pense que c'est une spéculation éclairée, et qu'ils discutent d'une réinitialisation dans des termes dont personne ne parle. C'est une revisite des alliances de la Seconde Guerre mondiale dans lesquelles les nouveaux alliés sont en partie les anciens alliés. Les alliés sont les États-Unis et la Russie. Et les nouvelles puissances de l'Axe sont l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Et c'est ainsi. Les États-Unis et la Russie ont un intérêt commun à vaincre les puissances de l'Axe maintenant. M. Merz l'a dit il y a 3 jours au Bundestag lorsqu'il a déclaré que l'Allemagne est de retour. Vous pariez qu'elle est de retour, tout comme elle l'était auparavant. Nous parlons de la continuation de l'Allemagne anti-russe qui nous a donné la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est là où se trouve Baerbock, que Merz a maintenant, de la manière la plus étonnante, proposé comme candidate pour diriger l'Assemblée générale jusqu'à sa fin et sa perte. Nous parlons de M. Macron et de M. Starmer, qui sont sans doute, et je serais heureux de le soutenir, criminellement fous. Nous avons des personnes délirantes dans l'administration Biden. Ils opèrent dans une bulle, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement ou ne s'en soucient pas. Ils ne se préoccupent pas des faits parce que nous sommes dans un monde post-factuel. Dans le cas de Macron et Starmer, ils savent ce qu'ils font. Ils ont l'intention de vaincre et de saboter Trump et ses plans pour la paix. Ils ont l'intention, avec Ursula von der Leyen, de transformer l'Europe en un projet de guerre, ce qui est en bonne voie. Pour cette raison, je pense que toute compréhension que Trump et Poutine auraient pu avoir dans leur propre conversation aurait été fondée sur leur compréhension commune de la situation actuelle de l'Europe. Beaucoup de gens pourraient penser que considérer les Européens comme un ennemi est hyperbolique, mais il y a beaucoup de déclarations folles qui viennent d'Europe. Je veux dire d'ailleurs, vous avez mentionné Medvedev, du côté russe, qui a dit que les Européens ne sont pas à la table, ils sont au menu. Il a effectivement envoyé un tweet décrivant plus ou moins cela spécifiquement. Mais avec Merz, il est important de noter que le futur chancelier allemand
a prononcé un discours au Parlement allemand, le Bundestag, où il a soutenu que la Russie n'est pas seulement en guerre avec l'Ukraine, mais qu'elle est en guerre avec toute l'Europe. Ils sont en guerre avec nous et appellent à dépenser des centaines de milliards pour l'armée. Les conditions sont principalement déterminées par la guerre d'agression de Poutine contre l'Europe. C'est une guerre contre l'Europe et pas seulement une guerre contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il n'y a pas beaucoup de vraiment interpréter cela. Et vous avez Starmer qui insiste pour mettre des troupes au sol et des avions dans le ciel, même si ça n'a pas le soutien américain, et il se retrouverait en conflit direct avec les Russes. Même Macron a dit qu'il ne se soucie pas de ce que la Russie pense de l'envoi de soldats français en Ukraine, même s'il sait qu'ils ont été avertis qu'ils seraient considérés comme une cible légitime. Donc, nous nous dirigeons dans une direction très extrême. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas si longtemps, l'argument principal était que l'Europe ne faisait pas partie de ce conflit. Maintenant, cela est évidemment hors de question. Et il y a aussi l'idée que les Européens se transforment en ennemis des États-Unis. Ce n'est plus aussi controversé qu'on pourrait le penser. En effet, si vous voyez l'intervention, la façon dont les États-Unis ont encouragé, je suppose, l'AfD lors des élections en Allemagne. Elon Musk continue de suggérer sur Twitter de sortir de l'OTAN. L'UE est surbureaucratique et autoritaire. Cela se reflète aussi dans une certaine mesure dans les commentaires de Vance. Cela nous rend anti-européens. Cela signifie simplement qu'ils n'aiment pas la voie sur laquelle les Européens se trouvent. Il y a donc évidemment un énorme changement à venir. Mais vous voyez les États-Unis et les Européens entrer en conflit. Eh bien déjà un conflit économique, je suppose, sur ce qui peut être interprété comme les efforts des Européens pour saboter les efforts de l'Amérique, pour mettre fin à la guerre et se réorienter pour avoir ce rééquilibrage des grandes puissances. L'irréalité de la part de Starmer, Macron, Merz et von der Leyen est qu'ils ne comprennent pas, pour reprendre les termes de Donald Trump lors de sa conversation avec Zelensky, qu'ils ne détiennent pas les cartes. Les États-Unis détiennent les cartes. Ils peuvent parler fort jusqu'au moment de vérité. Donald Trump aimerait probablement sortir de l'OTAN, mais c'est pas quelque chose qui recevrait l'approbation du Sénat. Il le sait. Et donc je pense que ce qu'il fait, c'est permettre aux Européens de le faire pour lui, par leurs défis ouverts, par leurs plans pour préparer le terrain à la Troisième Guerre mondiale. Je pense qu'il attend simplement le moment opportun pour leur dire, mesdames et messieurs, faites ce que vous voulez avec la Russie. Vous n'avez plus notre soutien. Vous n'avez plus notre parapluie nucléaire. Bonne chance à vous et das vidania. Je pense que nous en arrivons à ce point. Alors, en termes de sera-t-il un conflit militaire ou autre chose? Non, bien sûr que non. Donald Trump va-t-il envahir le Danemark? Bien sûr que non. Ce sont des scènes d'un autre monde pour le film de quelqu'un. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, il suffira que Trump rappelle qui détient les cartes et qui ne les détient pas pour mettre fin à ces absurdités. Je pense que ceux qui sont les plus exposés, comme les trois messieurs et la dame que je pourrais mentionner, n'auront aucune marge de manœuvre pour se retirer. Les dés sont jetés et leur seule option sera, à un moment donné dans un avenir proche, de démissionner. Parce que les politiques ruinent la défense européenne. Quand Pistorius, vous avez mentionné le discours de Merz, le discours de Pistorius au Bundestag était encore pire. Ces personnes disent qu'elles mettent en place 1 000 milliards d'euros pour la recréation de la machine militaire européenne allemande,
et pour détruire l'euro, en effet, car ce sera le cas, et pour faire monter l'or à de nouveaux sommets incroyables. Ce seront les conséquences directes de leurs politiques qui ont été adoptées au Bundestag ces derniers jours. Ils préparent le terrain pour la chute de l'Europe. Maintenant, combien de temps le grand public va-t-il tolérer cela? Car c'est un désastre pour le niveau de vie en Europe, reste à voir. Mais je ne peux pas imaginer que cela dure très longtemps. Ces gens seront dehors. Trump a une chance de triompher. Ce sont toutes des possibilités. Ce ne sont pas des probabilités. Et je ne caractérise rien de ce que j'ai dit comme plus que de la spéculation, car aucun de nous ne peut se baser sur des faits solides lorsque les faits solides sont discutés à huis clos, là où ils devraient l'être. Mais en regardant où les pieds se dirigent, c'est ce que je vois. Eh bien, j'aurais soutenu que les Européens développent une certaine indépendance militaire pour avoir une certaine autonomie politique. Mais c'est quelque chose de très différent cependant, parce que quand on parle de centaines de milliards en réarmement, et que c'est en même temps que la chef de la politique étrangère dit qu'elle refuse même de parler aux Russes, et est assise sur scène en train de parler de combien ce serait formidable si la Russie était vaincue pour que nous puissions la diviser en plusieurs petits pays. Oui, les dirigeants européens parlent de la nécessité de se préparer à une guerre avec la Russie. Il n'y a pas beaucoup de façons d'interpréter cela. Je ne dis pas que ça pourrait être juste pour se donner de l'importance. Cela ne signifie pas qu'ils veulent réellement une guerre ou qu'ils planifient que cela soit une probabilité. Mais néanmoins, la rhétorique est très très dangereuse en ce moment. Donc, simplement balayer cela comme « oui », cela semble également extrêmement dangereux. Mais si nous empruntons cette voie et que les Américains décident que, eh bien, vous ne pouvez plus travailler avec les Européens, et je pense que vous avez raison, parce que lorsque l'Amérique a décidé qu'elle voulait s'éloigner de l'Ukraine, ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de convaincre les Européens de reprendre le projet. Les Européens ont sauté dessus. Ils ont vu l'Ukraine échouer complètement et ils voulaient se débarrasser de la responsabilité. Et les Européens ont immédiatement sauté dessus. Et vous voyez la même chose maintenant. Quelques déclarations de Trump, et les Européens parlent déjà d'une Europe post-OTAN. Et la rhétorique a tendance à submerger les Européens et à les pousser tous dans une direction. Donc, oui, je ne peux pas non plus être méprisant envers ce que vous dites, car il semble que nous nous dirigions quelque peu dans cette direction. Mais si la diplomatie, c'est imprudent. Ce qui est impossible à comprendre, c'est comment ils pensent pouvoir dire que dans 10 ans ils seront prêts pour la guerre et que la Russie ne les écoutera pas et que la Russie ne réagira pas. L'idée d'investir 1 trillion d'euros dans la machine militaire allemande. Il faudra 10 ans avant que cela donne des résultats qui seraient utiles sur le champ de bataille ou autrement. Nous vivons aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans 10 ans. Aujourd'hui, si les États-Unis se retirent de l'OTAN, l'Europe est sans défense. Comment s'attendent-ils, quand Trump dit pas d'aide de notre part, à affronter les Russes après avoir proféré ces menaces violentes contre la Russie? Si tout cela, oui, le fait de se vanter sera une chose, mais le fait que cela ne soit pas soutenu ou équilibré par une quelconque diplomatie, c'est ma plus grande préoccupation. Qu'il n'y ait pas de voie diplomatique, qu'il continue à faire ses demandes vraiment maximalistes. Et je pense que c'est aussi pourquoi, comme vous l'avez dit, les Européens se rendent eux-mêmes insignifiants, car comment peuvent-ils avoir une place à la table lorsqu'ils sont perçus comme irréalistes et également peu fiables? Mais je suppose que ma dernière question est, si la diplomatie échoue, si cela ne fonctionne pas,
si Trump n'obtient pas ce qu'il veut et que les Russes n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, comment cela se terminera-t-il? Que voyez-vous se passer sur le champ de bataille en ce moment? Parce que, comme vous l'avez dit très justement, cette guerre ne ressemblera pas à cela dans 10 ans. Je sais que le chef militaire ukrainien, Boudanov, aurait déclaré en janvier que si la guerre ne se terminait pas d'ici l'été, l'existence de l'Ukraine pourrait être menacée. Il est ensuite revenu sur cette déclaration ou l'a contestée, affirmant qu'il ne l'avait pas faite, car cela causait trop de problèmes. Mais évidemment, les choses ne vont pas bien. Alors, comment voyez-vous cela? Combien de temps ça peut-il durer, à votre avis? Eh bien, la question cruciale ici est de savoir si Donald Trump ferait ou non la chose logique si les pourparlers échouaient à cause des Ukrainiens. La chose logique serait d'arrêter toute aide militaire, financière et de renseignement des États-Unis à l'Ukraine. Ce serait un coup dévastateur pour l'Ukraine. Et cela compromettrait leurs chances de se maintenir sur le champ de bataille pendant plus de quelques mois, tant que les armes livrées par les États-Unis sont encore en stock. Dans ce cas, nous parlons d'une capitulation. Je ne pense pas que les Russes veuillent une capitulation comme premier objectif. Je pense que leur premier objectif est précisément un règlement négocié, comme Trump essaie de le faire, car cela mettrait fin aux sanctions. Cela mettrait fin aux défis juridiques concernant leur occupation des terres qu'ils ont prises sur le champ de bataille. Cela donnerait certainement ce titre légal complet à la Crimée comme première étape. Ce sont tous des objectifs d'une grande importance. Gardons à l'esprit ce que disent les Russes maintenant dans leurs émissions de débat. Ils ont 3 ans pour en finir avec les problèmes de sécurité en Europe. Pourquoi 3 ans? Le temps restant de Trump au pouvoir. Personne ne peut dire avec certitude que son successeur, J.D. Vance, remportera les prochaines élections. Si les démocrates arrivent, alors nous revenons à la case départ et tout recommence. Dans le cas des Russes, M. Poutine ne sera pas là pour toujours. Il y a donc un horizon temporel limité pour résoudre cela du point de vue russe. Et si cela signifie faire des compromis, je suis certain qu'ils sont prêts à faire des compromis pour le bien du plus grand objectif. Eh bien, ma grande préoccupation en tant qu'Européen résidant en Europe est que, indépendamment de ce qui a été dit lors de cet appel téléphonique, le fait que nous déclarions presque de facto la guerre à la Russie tout en nous faisant un ennemi des États-Unis, nous nous mettons dans une position très vulnérable. Pour encore une fois, revenir à ce tweet de Medvedev car je pensais que c'était assez révélateur lorsqu'il a soutenu que ce qui est au menu, ce sont les Français, les Britanniques, les Ukrainiens. Je pense que cela vaut la peine d'être pris au sérieux. Donc de toute façon, Dr. Rowe, j'apprécie votre temps, comme toujours. Merci beaucoup pour vos éclairages, cela a été très intéressant. Eh bien, merci de m'avoir invité.